Yo les amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de méthodologie puisque aujourd'hui nous allons parler de la question de la méthodologie du cas pratique, voyez-vous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc que j'aurais aimé savoir lorsque je commençais un petit peu mes études de droit et c'est ce truc-là que je vais vous le donner aujourd'hui. J'espère que ce truc-là, en l'occurrence, va vous servir pour les partiels qui arrivent prochainement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est fondamental dans un cas pratique, c'est de connaître les conditions d'application d'une règle de droit, les conditions d'application d'un article de loi par exemple. Et ces conditions d'application, il faut savoir les repérer. Et c'est ce truc-là que je vais vous apprendre aujourd'hui qui est extrêmement fondamental pour réussir son cas pratique. Reprenons tout ça, vous avez résumé vos faits, vous avez posé votre problématique et là vous allez commencer la résolution de votre cas pratique. Et vous savez très bien que pour résoudre un cas pratique, il faut appliquer le syllogisme. Le syllogisme c'est quoi? C'est majeur, mineur, conclusion. On est d'accord. Majeur, c'est la règle de droit. La mineure, c'est l'application de la règle de droit au cas d'espèce. Et enfin, la conclusion, eh bien, c'est la conclusion, c'est la solution finale du cas. Donc, la première étape, c'est bien la règle de droit. La règle de droit, ça peut très bien être un article de loi, mais ça peut être aussi la jurisprudence, ça peut être aussi un décret, bref. La règle de droit, c'est la première étape de la résolution véritable de votre cas pratique. Donc, ce que je vais dire, ça va surtout s'appliquer à la loi, mais ça peut aussi s'appliquer à la jurisprudence, à un décret. C'est de manière générale, et c'est pour ça que j'ai dit que je parlais de la condition, enfin des conditions d'application de telle ou telle règle de droit. Et donc j'englobe plusieurs choses dans cette catégorie. Bon, alors vous avez posé votre règle de droit, vous êtes content, voilà, vous avez mis votre petit article. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est après avoir posé sa règle de droit, il faut vérifier si la règle de droit s'applique au cas d'espèce. Et c'est là où ça va être extrêmement fondamental, c'est là où ça va être essentiel. C'est ce qu'on appelle la mineure de votre cas pratique, la mineure de votre raisonnement. Et c'est surtout là où il va falloir se concentrer sur les conditions d'application de telle ou telle règle de droit. Alors ce qu'il faut bien comprendre, généralement, lorsqu'on résout un cas pratique, on le fait en deux parties. Déjà, on vérifie si la règle de droit que l'on veut appliquer est bien applicable au cas d'espèce. Et c'est là où on va vérifier les conditions d'application de la règle de droit, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a dit que la règle de droit était applicable, par exemple que tel article est applicable, en l'espèce, donc cet article est applicable. Eh bien, à partir de là, il va falloir ensuite en donner les conséquences juridiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le régime juridique. Le régime juridique, c'est toutes les conséquences qui vont découler de l'application de la règle de droit. Donc, en gros, si je schématise, deux étapes, vérifier si la règle de droit est bien applicable et deuxième étape, donner les conséquences juridiques qui en découlent. Par exemple, si vous avez dit que tel article est applicable, qu'est-ce qu'il en découle? Ça, c'est extrêmement fondamental. Mais aujourd'hui, on se concentre surtout sur les conditions d'application de la règle de droit. Et donc, cette première étape de la vérification des conditions d'application de la règle de droit est extrêmement fondamentale, puisque si la règle de droit, si la loi, si l'article, par exemple 537, ne s'applique pas, alors cet article, il ne pourra en résulter aucune conséquence juridique. Donc, c'est extrêmement fondamental pour ne pas faire de non-sens. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer pour vérifier, pour repérer les conditions d'application de la loi, par exemple. Alors en fait, il y a deux méthodes. La méthode, évidemment, la première, c'est apprendre son cours, sauf que généralement, le prof ne donne pas toutes les conditions d'application de telle ou telle règle de droit. Ce qu'il fait, c'est qu'il il vous cite l'article, et après, ce sera à vous, le jour J, de vous débrouiller dans votre partiel avec votre petit code civil que vous avez, en principe. Et donc la deuxième méthode, c'est de prendre son code civil et essayer directement à la source, si je puis dire, d'aller à la loi, d'aller à l'article tel, et de repérer les conditions d'application de tel ou tel article. Et pour cela, il faut faire une analyse mot par mot. Et par exemple, je souhaite connaître dans quel cas peut-on conclure un pacte civil de solidarité. Par exemple, je veux savoir qui peut conclure un pacte civil de solidarité. Et pour cela, je vais donc me référer aux articles 515-1 et suivants du Code civil. Et l'article 515-1 du Code civil ne nous dit pas expressément les situations dans lesquelles un pacte peut être conclu sont telle ou telle situation. Non, ça, le Code civil ne nous le dit pas. En revanche, ce qu'il nous indique à cet article 515-1, c'est qu'un pacte civil de solidarité, c'est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Et donc, on va essayer de trouver les conditions d'application de cette règle. Strictement, en fait, cet article nous dévoile que plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'un PACS puisse être conclu. Il faut décortiquer l'article mot par mot afin de retrouver les conditions d'application. Alors, on reprend depuis le début. Un pacte civil de solidarité, bon, ça c'est la notion, est un contrat. Donc, un contrat, c'est un accord de volonté destiné à créer les effets de droit. Mais ce n'est pas une condition véritablement. Là, c'est
On est vraiment dans la définition. Donc, le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques. Donc, tout d'abord, il est impératif qu'on soit bien en présence de deux personnes physiques. Par exemple, si l'on vous demande dans un cas pratique si on peut se paxer avec une société ou une association, qui sont des personnes morales, eh bien, vous allez répondre que c'est impossible, car le PACS nécessite deux personnes physiques. Ensuite, ces personnes physiques doivent être majeures, nous dit l'article 515-1, ce qui implique qu'un mineur ne peut pas conclure de PACS. Après, ces personnes peuvent être de même sexe ou de sexe différent, nous dit l'article. Eh bien, en fait, ici, il ne s'agit pas d'une condition d'application, puisqu'un couple est soit de même sexe, soit de sexe différent. Donc, il importe peu s'il s'agit d'un couple homosexuel ou hétérosexuel. Il est toutefois important de le rappeler dans la résolution de votre cas pratique. Enfin, le PACS, eh bien, nécessite une vie commune dans la mesure où il a pour objectif de organiser cette vie commune. Dès lors, à défaut de réelle existence d'une telle vie commune, le PACS pourrait être déclaré nul. Donc on a décortiqué l'article 515-1 pour retrouver les conditions de formation, les conditions d'ouverture du PACS. Et si on résume tout ça, il y a trois conditions d'application qui doivent être réunies. Faute de quoi, le couple ne pourra pas se paxer. Bien évidemment, il se peut que d'autres conditions d'application se retrouvent dans les autres articles, par exemple article 515-2 et suivants. Mais vous saurez cela uniquement si vous avez un minimum travaillé le cours. Donc on va donner un exemple concret. Tomate Oignon, 19 ans, et Emma Salade, 23 ans, s'aiment depuis 3 ans. Ils vivent ensemble dans une petite bourgade près de Lyon, et ils viennent vous voir car ils souhaiteraient savoir s'ils peuvent conclure un PACS. Alors donc vous allez citer votre article 515-1 du Code civil. Selon l'article 515-1 du Code civil, ou au terme de l'article 515-1 du Code civil, ou conformément à l'article 515-1 du Code civil, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Pour qu'un pacte soit conclu, il faut donc trois conditions. Il doit s'agir de deux personnes physiques qui soient majeures et qui partagent une vie commune. Et c'est là où vous allez passer à votre partie mineure et vous allez dire, en l'espèce, Thomas et Emma sont des personnes physiques, bien évidemment. Elles sont également majeures dans la mesure où Thomas a 19 ans et Emma 23 ans. Enfin, d'après l'énoncé, ils semblent partager une vie commune. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent ensemble dans une petite bourgade près de Lyon. Donc, en conséquence, Thomas et Emma peuvent conclure un PACS. Ça, c'était la solution. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris un petit peu cette vidéo assez spéciale, que vous avez surtout compris la méthode pour repérer les conditions d'application de tel ou tel article. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Et normalement, tout au long de la semaine, là jusqu'à vendredi, normalement, j'ai prévu de faire une vidéo méthodologique par jour. Donc soyez là. Si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, eh bien abonnez-vous et activez les notifications. Ça peut être extrêmement utile pour vous, je pense, à l'approche des partiels. Ce que je peux vous conseiller de faire, du coup, c'est de faire des fiches genre conditions d'application du mariage par exemple, quand est-ce qu'on peut se marier, quelles sont les différentes conditions, à quels articles on les retrouve. N'hésitez pas non plus les gars à me mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo en masse afin que tout le monde puisse profiter de ces conseils. Sur ce, j'espère qu'on se reverra bientôt pour une toute nouvelle vidéo de méthodologie, donc normalement demain. Normalement, je pense que demain, on va parler de la méthodologie du commentaire d'arrêt parce que c'est vrai que c'est une méthodologie extrêmement difficile et je vais essayer de réfléchir un petit peu à la question comment vous faire comprendre cette putain de méthodologie de merde là. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars!